et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. 2 jours d'or et bienvenue dans cette vidéo spéciale Samhain, spéciale 31 octobre, où je vais vous rapporter 2 légendes de Groix et où nous allons en savoir un petit peu plus sur les origines et la signification de la fête celte, le ou la Samhain. Je vous ai divisé la vidéo en 3 chapitres pour que vous puissiez aller directement aux parties qui vous intéressent. Ces 2 légendes groisiennes se passent dans le village de Lomaria. Il est situé à l'est de l'île. C'était le premier village habité de Groix, bien avant le bourg, très probablement dû au fait qu'il donne directement sur la mer. Notre-Dame de Plasmanec est la sainte patronne du village, et elle a également donné son nom à la chapelle. Vous voyez l'air de Örvorerin, le célèbre poème de Jan Berkaloor mis en chanson? Eh bien, il reprend l'air du cantique Introm Varia Plasmanec, composé par les moines du prieuré de Saint-Gutierne, situé à Crorette. Alors, Flamandschutt est aussi le nom d'une pièce de théâtre écrite par Jan Berkaloor. Et maintenant, je vais vous conter la légende des Flamandschutt. Je dis légende, mais elle est tout d'abord une histoire vraie, transmise de génération en génération, mais dont certains éléments restent approximatifs car il n'y a que peu de traces écrites. Je vais vous rapporter cette histoire après l'avoir entendue auprès de Jolpor et racontée par Marie Chimène, enregistrée aussi par Elmar Ternès. Je l'ai aussi lu dans un livre de Lucien Gouron qui avait les mêmes informateurs que moi. Pendant l'année 1696 se déroulait la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Cette guerre dura de 1688 à 1697 et opposa la France de Louis XIV, la flotte française donc, aux flottes anglaises et hollandaises. La légende dit que lorsque les Flamandschutt, les Anglo-Hollandais, débarquèrent à Groix dans le port de Lomaria, le temps était beau et clément. Retenez bien ce détail car il a une importance dans la suite de l'histoire. Ces Flamandschutt pillèrent, ravagèrent, brûlèrent des bestiaux, des maisons et aussi et surtout l'église de Lomaria, Notre-Dame de Plasmanec. Les cloches furent même enlevées. Seule une statue de la Vierge fut sauvée et cachée par un habitant de Crorette. On peut même encore de nos jours lire sur le mur est de la chapelle « Les Anglais, juillet 1696 ». On dit que ce fut la journée la plus traumatisante de Groix, même si aucun groisillon ne périrent dans ce saccage. Il ne leur restait plus rien, ni chevaux, ni harnais, ni moutons, ni vaches. Les Flamandschutt placèrent les animaux dans les champs de blé, les récoltes furent mangées, il ne restait rien aux habitants de Lomaria. Mais lorsque les Flamandschutt regagnirent leur navire, le temps s'était gâté. Ils prirent le large, mais voyant la difficulté qu'ils auraient à naviguer, ils décidèrent de regagner la plage de Lomaria, mais là, les attendaient des groisillons munis de crocs à pommes de terre. Et lorsque les Flamandschutt arrivèrent sur la plage, ils étaient déjà à demi morts, à demi tués, à moitié noyés. Les Lomariaïs les punirent du mal qu'ils avaient fait au petit pays de Groix. Ils les auraient tous enterrés dans le sable sur la plage de Lomaria. Et on dit que lorsqu'il y a du mauvais temps à Groix, on entend hurler les Flamandschutt, crier « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» Ces cris de douleur qu'ils avaient dû pousser lorsque les groisillons se vengèrent, munis de leurs crocs à pommes de terre. Et le conteur Lucien Gouron rapportait aussi que lorsqu'une tempête éclatait, il pouvait entendre dans sa chambre du bourg les gémissements des Flamandschutt pleurer leur destin. Pour celles et ceux qui parlent breton, un enregistrement du conte est disponible sur le site de Dashtum. Je vous mets le lien vers cet enregistrement sous la vidéo. Si je vous dis 31 octobre, vous pensez très certainement à Halloween. Vous savez déjà probablement que Halloween est une fête irlandaise, qui tire ses origines de la fête celtique, le ou la Samhain. Parfois d'origine anglo-irlandaise, parfois d'origine gauloise, même si cette hypothèse n'a cependant pas de preuves concrètes. Toujours est-il que la fête remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Écrite Samhain ou Samhain, ce mot gaélique a une étymologie incertaine. On pense à la contraction des mots Sam pour été et Fuin pour fin.
Le Samhain pouvait parfois durer jusqu'à 4 jours. Sur le calendrier celte, le 31 octobre correspond à la fin de l'année. Et c'était un événement majeur dans la vie des Celtes, car cette nuit-là, les vivants entraient en communication avec les morts. On dit qu'elle marquait le début de l'année et celui de la saison sombre. Le mois de novembre se dit d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits en pays bretonnant, Misdu, qui signifie mois noir, en opposition à la saison claire. Les Celtes n'ayant alors que 2 saisons, comme d'ailleurs dans le breton hongrois. Il n'y aurait plus de frontières entre le monde des vivants et le monde des morts, ce qui permettait de visiter le monde des défunts, et ceux-ci pouvaient venir nous faire un petit coucou s'ils en avaient envie. En Bretagne, on fêtait la Calangouin. On creusait des lanternes dans des betteraves et pas encore dans des citrouilles. Les bougies permettaient d'éloigner les morts, de les effrayer, et aussi servaient à s'éclairer dans la nuit, car parfois on faisait le tour des maisons. On pouvait laisser aussi, avant de se coucher, un repas pour les morts qui allaient venir nous visiter pendant la nuit. Cela pouvait être quelques crêpes, du cidre ou encore du lait caillé. On célèbre maintenant aussi la Toussaint le 1er novembre, et ce depuis 835 où le pape Grégoire a fait de cette fête des morts une fête chrétienne. Et je suis aussi obligée de parler du Samhain Fest, ce festival de métal qui a lieu à la Bézière chaque année en soutien à l'école d'Iwan de Dieppe. En plus que des concerts de qualité, le Samhain Fest propose également des cérémonies druidiques pendant le temps du festival. Cette légende, que l'on appellera tout simplement l'horloge de la mort, n'est pas très connue à Groix. Elle a été écrite par Joseph-Stéphan Bedève dans son recueil de poèmes et légendes de l'île de Groix. Le livre est d'ailleurs ici. Autrefois, les nuits de l'île de Groix étaient peuplées de revenants, de fantômes que dans le langage rocailleux du pays, on appelle spontai ou plus communément asseverettes. Ces asseverettes et ces spontai faisaient les guets près du cimetière. Ils suivaient des charabans funèbres et entassaient contre les ridelles les enfants méchants, les garnements et les jeunes chenapans. D'ailleurs, à dire vrai, pour nous Bretons, les revenants sont très familiers. S'ils s'insèrent présentement dans notre folklore, autrefois par contre, ils faisaient partie intégrante de notre vie. Et c'est à croire qu'ils nous suivaient à la trace comme un ange gardien ou comme un fidèle chien. Et si nous Bretons, nous croyons par moments aux asseverettes et aux fantômes, et à la survie des morts, c'est parce qu'il nous est parfois très difficile d'établir une différence entre le réel et l'imaginaire. D'autant plus que les incursions des morts sont quasiment journalières dans l'île de Groix. Dans la cuisine de la maison où Joseph-Stéphan Bedève habitait, dans le village de Lomaria, achevait de se déglinguer une vieille horloge délabrée et vermoulue. C'était un de ces objets sans valeur et sans importance, dont le seul mérite est d'être le survivant d'un naufrage, le naufrage du temps passé. Tous ces vieux meubles, toutes ces vieilles choses sont dans la vie de chacun le temple de pensées chères où ne pénètre pas l'oubli. Et depuis plusieurs générations, dans leur jeu, les enfants de la vieille demeure avaient à maintes reprises enlevé l'horloge de son habitacle et, sur le plancher de la cuisine d'autrefois, l'avaient éventrée pour en noter qui a un rouage, qui a un ressort ou une articulation. Si bien que, de retour à son poste de veille au-dessus du foyer, il manquait à la vieille horloge tout le mécanisme indispensable pour assurer son bon fonctionnement. Elle était là depuis des années, pantelante, délabrée, paralysée de tous ses membres et muette surtout. Enfin, après tant d'années de silence, soudain, dans le silence absolu, la vieille horloge sonna à 11 coups. Et depuis, jamais plus, jamais, non jamais, la vieille horloge n'a bégayé sa rengaine, n'a jamais plus décortiqué un son. C'était durant la Grande Guerre, très exactement le 30 août 1916. Il y avait dans la maison de Joseph sa grand-mère, Geneviève Lancot, qui ne parlait que le breton, sa mère et aussi Marie-David, une femme qui vivait là, mais sans aucune attache familiale. Quel personnage mystérieux, durant quelques secondes seulement, avait pu adapter à la vieille horloge, toute déglinguée, un mécanisme invisible, mais indispensable pour assurer son fonctionnement? Personne ne le sait. Anne Sever?
un mort? Personne ne le sait. À moins, peut-être, que ce ne soit Notre-Dame de Plasmanec. Peut-être. Et oui, car les femmes de la maison parlaient si souvent de la sainte patronne du village que chacun en la demeure était persuadé de la présence de la Vierge. Cette présence, après tout, était peut-être réelle, mais nos yeux imparfaits étaient incapables de la déceler. Oui, il y avait Notre-Dame de Plasmanec, c'est sûr. C'est elle qui a fait gémir la vieille horloge. Ce ne peut être qu'elle, avec peut-être la complicité des asseverettes et des morts. Donc le 30 août 1916, la vieille horloge sonna 11 coups. Et il se trouve qu'un mois plus tard, fin septembre 1916, un avis parvenait à la mairie de Groix, faisant savoir que le jour où la vieille horloge avait laissé dégouliner 11 larmes sonores, le père de Joseph-Stéphane Bedef, au même moment, tombait au front. En espérant que cette vidéo vous aura plu, ça m'a une joyeuse d'or. Je vous fais des beaux queues et je vous dis, den distro!